Bienvenue chers amis au cœur de l'émission Homo Micro. Homo Micro, l'émission qui se prend en mots. Au cœur de la culture LGBT, QI+, Brahim Naik Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant. Avec le cercle des chroniqueurs, ravi de vous retrouver. Bonjour et bonsoir à toutes et à tous autour de moi pour vous informer. Nicolas qui sort d'un EHPAD ce soir. Bonsoir Nicolas. Comment ça va? La vengeance. Moi je balance quand on n'est pas en direct. Non. Le plus de l'actu c'est avec toi. Eh bien oui, le plus de l'actu ce soir. Alors bonsoir à toutes et tous chers auditeuristes. Bonsoir Brahim. Et ce soir dans le plus de l'actu, eh bien c'est le deuxième épisode de la série consacrée aux 10 ans du mariage pour tous. Et donc on va parler de l'héritage du Pacs. Toute une histoire tout à l'heure avec toi. Merci d'être là Nicolas. Bonsoir Valérie Beau. Bonsoir, quel bonheur d'être là ensemble. Tu écris le nom de qui ce soir? Eh bien de Zanelle Muoli, Ouais. qui a une exposition rétrospective à la Maison européenne de la photographie. À la réalisation, Nathan et Anatole qui sont avec nous. Bonsoir tous les deux. Bonsoir Brahim, alors désolé, il y a 2 semaines je n'ai pas pu être là à cause du Covid, mais maintenant ça va mieux et donc j'en profite du coup pour prévenir aux auditeurs, attention, même si c'est la fin de la pandémie, le Covid est encore là, prenez soin de vous. Il est encore là puisque j'ai le Covid ce soir. Bonsoir Nathan, je plaisante. Non. Je savais que tu étais blagueur Brahim, mais pas à ce point. Mais oui, ça va très bien, comment tu vas toi? Ça va, merci, ça fait plaisir de vous voir en face ce Bah soir, oui, encore écoute. une fois. Bah moi ça fait surtout plaisir de voir Anatole à côté de moi, puisqu'il y a 2 semaines, comme il a dit, il a le Covid, et du coup on espère que tout se passe bien pour la suite de l'aventure. avec Merci de rester avec nous. Homo Micro, l'invité du jour. Et on démarre cette émission avec Annabelle Guiraud, Art pour réel, 2 invités de marque ce soir. Oui, bonsoir à toutes et tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Marilyn Tassius et Jane McDonald de l'espace Canopy, une galerie d'art et d'expression créative dans le 18e arrondissement de Paris. Bonjour Marilyn, bonjour Jane. Bonjour. Bonjour. Alors, ensemble à la vie comme à Canopy, vous êtes des femmes engagées dans l'inclusion et la diversité. Vous avez choisi l'art pour faire rayonner vos convictions et les transformer en actions visibles et utiles pour la société. Pour y parvenir, vous avez un outil, un lieu même, c'est l'espace Canopy, basé dans le quartier de la Chapelle, à Paris. Racontez-nous l'histoire de cet espace culturel qui existe depuis maintenant 15 ans. Alors, merci Annabelle. En fait, nous sommes nés il y a, je crois même 17 ans en fait, c'était en 2005 si je fais mes comptes. 17. Ça fait 17. Ça va faire 18. Bientôt, c'est l'anniversaire. C'est né d'une volonté citoyenne, on peut dire. C'était de promouvoir en fait la visibilité des artistes qui vivaient dans notre quartier. Et partant de là, on a souhaité avoir un local. À l'époque, c'était avec Charlotte Ferron, et aujourd'hui, l'aventure se poursuit avec Jane. Et cette idée, en fait, c'est de diffuser l'art contemporain au plus grand nombre et dans des quartiers populaires. Alors, vous êtes de véritables et de vrais humanistes. Quand on regarde votre site web, et nous en parlerons tout à l'heure, une large variété d'expositions. Alors, vous êtes engagés corps et âme dans la lutte contre les discriminations, ouverte à la différence et l'équité, toujours soucieuse d'une programmation éclectique sur le sujet, avec un point d'orgue, illustrer, faire avancer les mentalités. D'ailleurs, en ce moment, que pouvons-nous aller voir à l'espace Canopy ? Est-ce que je peux revenir un petit peu en arrière Mais sur bien les sûr. expos? Nous sommes très, très engagés. Nous voulons que vraiment l'accès à l'art de haut niveau soit accessible à tous. Nous sommes dans un quartier où les gens n'ont pas l'habitude de franchir la porte. Donc, on veut y être pour qu'ils rentrent et qu'ils voient les arts. Et puis, également, nous voulons utiliser notre emplacement pour transmettre les messages très engagés. Donc, par exemple, l'année dernière, nous avons accueilli The Identity Project pour l'LGBTQ. Nous avons gardé le drapeau dans la fenêtre et les gens savent que nous sommes un safe place. Nous avons fait des expositions sur les migrants, sur les exilés, qui nous ont identifiés comme un safe place. Il y a beaucoup de personnes âgées qui ne font que traverser la place, qui nous identifient comme un safe place. Donc, c'est un lieu d'expression, mais aussi c'est un lieu de repos, un lieu de respiration. Très bien. Voilà. Et là, on est au mois de mars, c'est le 8 mars. Le mois de la approche. femme. Du droit Voilà. Le mois de la des femme. femmes. Et je crois qu'il y a des expos sur ce sujet.
enfin qui vont mettre en exergue la femme, les femmes. Alors, cette année, nous avons une exposition qui va commencer cette semaine. Samedi, c'est le vernissage, qui sera donc debout chez nous du 9 mars au 25 mars. Et cette exposition, en fait, elle est née de la volonté de notre emploi civique, qui est Isor Lefebvre, et qui va signer la curation de cette exposition. En fait, c'était l'idée de reconsidérer, c'est un appel à projet, donc nous avons fait un appel à projet, et nous avons reçu des œuvres sur lesquelles nous avons fait une sélection, et ça sera donc 6 artistes, 6 femmes qui ont exposé en fait sur le thème de l'argent. La place de comment les femmes réussissent à assurer leur autonomie financière, leur liberté, on peut dire, financière dans cette société qui est encore très patriarcale. Et en fait, vous allez voir, il y a une variété d'œuvres. Ça va du collage, ça va de la photographie, ça va aussi de la sculpture. On a une jeune étudiante qui a réussi à attirer notre regard puisqu'elle est dans la sélection. Et en fait, ce sont des expressions complètement différentes, mais qui abordent vraiment des fois de manière humoristique, de manière très sérieuse, peut-être des fois un peu dure, cette question de la vision de la femme sur l'argent. Enfin, c'est comme ça. Tu as peut-être quelque chose à dire en plus Non, c'est très intéressant de voir toutes les interprétations qu'il y a eu, mais toujours est-il que les constats sont plutôt toujours dans une inégalité par rapport aux femmes et l'argent, dans tout point de vue. Voilà. Mais il y a une fois une vision positive, puisqu'elles peuvent y arriver. Elles peuvent y arriver, et nous sommes très contents de recevoir ces femmes artistes en espérant que ça serve de tremplin après. Et vous voulez nous dire un mot peut-être sur Look Up 18 ? Ah, oui. Alors, Look Up, c'est une action qui aura lieu. Donc, on a quelques jeunes filles qui sont âgées de 13 ans à 15 ans. Et l'idée, en fait, c'est de leur donner une sorte de booster sur une période très, très courte pour qu'elles puissent avoir confiance en elles. Alors, ce sont des jeunes filles qui sont issues de quartiers, entre guillemets, populaires, comme on dit, populaires, qui n'ont pas, dans leur milieu familial, peut-être des rôles modèles qui les boostent à devenir chef d'entreprise ou faire des études ou simplement voir un peu plus loin que leur cage d'escalier ou la rue. Mais en tout cas, dans la sélection que nous avons des parents qui ont tout à fait cette conscience aussi de la nécessité d'aider leurs filles à surpasser en fait toutes ces a priori, ces biais qu'elles peuvent rencontrer. Et en fait, l'idée, c'est de permettre à ces filles, elles sont 10, de permettre à ces filles de rencontrer des femmes d'une certaine ampleur. Ça veut dire des femmes qui ont elles-mêmes passé des périodes de discrimination, de difficultés. Et là, nous avons par exemple notre compagnie de danse qui est en résidence chez nous avec Chiara. Nous avons Chiara, nous avons Chiara Haupt, nous avons Daya Durimel qui va assurer la partie vocale. Nous avons Sarah Nicole qui est avec les graines, les d'orateurs. Les orateurs du 93, les graines d'orateurs. Là, c'est tout ce qui est sur l'éloquence, parce que savoir s'exprimer, savoir prendre son souffle, etc. Et puis, nous avons aussi Zanabé, qui est une danseuse, qui est une très, très grande danseuse, qui va aussi venir leur donner beaucoup d'énergie. Et enfin, c'est vraiment un gros casting que nous avons fait là-dessus. Et nous avons une femme qui s'appelle Gloria. Et Gloria est une femme formidable, parce qu'elle est venue en France réfugiée et elle a développé toute une pédagogie pour les enfants. Et elle va les aider aussi dans la partie pédagogique. Voilà. Donc c'est un programme assez fort pour faire, si vous voulez, en faire des petites guerrières, quoi. C'est que poursuivre les études ne soit pas dirigée vers une voie de garage, quoi, en fait, aussi. Comme on peut le voir, donc, votre programmation envoie du lourd, donc des expos, un peu comme du coaching. Oui, c'est du coaching. Et ma question, comment se construit la programmation ? Comment vous viennent les idées ? Vous avez peut-être des partenaires qui vous proposent aussi des sujets ? Comment ça se passe ? C'est vraiment un projet citoyen. Donc, c'est Marilyn et moi qui croyons très, très fermement dans ce projet. Donc, et à la fois, ça nous donne beaucoup d'indépendance. Si on a envie de faire quelque chose, on ne dépend de personne, on le fait. Et après, il faut chercher l'argent.
Donc, très, très souvent, pour l'identité, j'ai rencontré le photographe, j'ai des chiches, on le fait. Pour les femmes et l'argent, on a des chiches, on le fait quand on aborde les différents thèmes. Après, pour les seniors, on a un soutien de On Senior Side, qui est une fondation d'Amar. Parfois, on répond aux appels à projets de la CAF ou la ville de Paris. Je lance un appel. On a des projets culturels extraordinaires. J'aimerais bien qu'on soit sur les bons papiers de la ville de Paris, qui n'est pas le cas pour l'instant. Et sinon, parfois, on cherche des sponsors privés. Par exemple, la compagnie de danse queer en résidence avec une compagnie de réfugiés syriennes. La ville n'a pas suivi. J'ai trouvé un partenaire financier qui a subvenu. BBC et Al Jazeera sont venus et la ville de Paris n'est pas venue. Donc, je fais un appel à projet. S'il y a des gens qui sont avec la culture, nous sommes demandeurs. La ville de Paris n'est pas venue ? Non. Pourquoi ? Vous savez pas forcément. Je peux pas contrôler ce qu'ils font les autres. L'information et les affiches sont partout. Donc, je sais que parfois... là, je lance un appel à projet. S'il y a des gens qui veulent venir, on a un projet après les femmes qui est très intéressant avec l'Union européenne, avec American University de Paris. Il y aura beaucoup de personnes du monde académique. Donc, s'ils veulent venir, on les invite avec plein joie. Je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure. Il y a un projet pour les... Enfin, il n'y a pas un projet, il y a des événements pour les seniors. Escape Art, vous voulez en dire un mot ? Oui. Donc, Escape Art Senior a démarré de l'hypothèse de constat qu'il y avait beaucoup de seniors qui étaient isolés. Et c'est toujours le cas. Donc, la majorité de nos seniors sont les femmes seules avec des petites retraites qui habitent dans toutes les espaces du 18e. Donc, à l'origine, il y avait une sortie par mois. Et là, c'est vraiment industriel. Il y a 1 à 3 sorties par semaine avec les groupes de 20 à 25 personnes. Donc, on passe vraiment beaucoup de temps à contacter les musées, tous les théâtres, toutes les balades pour remplir cette programmation. Et c'est une vraie logistique à programmer, à envoyer des invitations, à caler. Aussi, il y a le divide digital. Il y en a qui ont des smartphones et d'autres qui regardent ce qui est écrit sur la vitrine et d'autres, il faut appeler les lignes fixes. Voyez. Vous avez des bénévoles pour cadrer ? On a commencé à activer des bénévoles la semaine dernière parce qu'on arrive à un taille critique. Vous en cherchez ? Si vous en avez des bénévoles, bien volontiers. Les seniors sont des gens adorables, vraiment adorables. Ils en profitent beaucoup des liens des autres, intergénérationnels. C'est des gens qui s'intéressent à tout. S'il y a des bénévoles qui écoutent cette émission, ce podcast, ils seront plus que les bienvenus. Et les seniors sont adorables et on a vraiment besoin d'aide dans plusieurs facettes. Et bien d'ailleurs, on va compléter cet appel, les appels à projets, les appels à bénévoles. Dites-nous où on peut trouver toute l'actualité de Canopy, où on peut vous joindre, où on peut vous voir. Alors, nous voir au 19 rue Pajol, donc métro La Chapelle, attention, pas porte de la Chapelle, mais métro La Chapelle, donc 19 rue Pajol, Paris 18e. Et où on peut avoir des informations en continu, nous avons un site internet, c'est www.espacecanopy.fr. Et puis, nous sommes aussi présents sur Instagram, Facebook et Twitter depuis peu. Et puis aussi, nous avons aussi un podcast, un tout petit podcast qu'on fait justement avec les seniors. Eh bien, merci. Eh bien, comme vous constatez, chères auditrices, chers auditeurs, la France n'a pas de pétrole, mais Marilyn et Jane ont des idées pour faire évoluer la société. Merci à toutes deux. Et on va vous retrouver donc très vite, du jeudi au dimanche, c'est ça ? 19 rue Pajol ? 18e ? C'est ça. Très bien. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Alors peut-être une petite question, si je peux me permettre. Votre rencontre, comment elle s'est passée Il est indiscret, lui. Non, mais ça, quand j'y rencontre professionnelle, je veux dire, tout ce qui est dans le domaine de l'art, tout ça. Alors, nous, on s'est rencontrés au tango. Oui, on s'est rencontrés au tango, pour tout vous dire. Et maintenant, on s'est mis forcément sur la programmation, le coopératif de programmation de tango, c'est D'accord. Obligé. Et le tango qui réouvre vendredi. Qui réouvre vendredi. Qui est relancé, qui réouvre jeudi, en fait. C'est ça ? Oui. À la fin de la semaine. Oui, très bientôt. Mais sinon, en fait, nous sommes tous les deux très, très, très branchés art, musique, danse, culture. Donc, c'était des moteurs propres à chacun déjà. Exactement. Voilà.
Merci, en tout cas, vous pouvez rester avec nous pour la suite de l'émission, si vous voulez bien. Merci à vous. Vous écoutez Homo Micro, une émission de et avec Brahim Naik Balk. Nathan, nous allons passer à la musique. Tout à fait. Et d'ailleurs, pour la musique, j'ai envie de vous faire voyager, puisque ce que je vais faire, c'est que je vais vous transporter au Portugal. Et je vais aussi vous emmener dans un endroit très très intéressant, puisque la personne, ou en tout cas l'artiste que je vais vous présenter, en fait, est actuellement aussi d'origine angolaise. Il faut savoir que cette artiste est très primée aussi au niveau du jazz, elle a fait pas mal de choses, de la fusion aussi. Cet artiste n'est nul autre que Lúcia de Carvalho. Lúcia de Carvalho, du coup, a sorti il n'y a pas très longtemps, je pense il y a 2-3 mois de ça, un album qui s'appelle du coup Pwanga, qui, au fait, veut dire lumière. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça apporte la lumière et cette histoire, en fait, est très intéressante. Il faut savoir que ça part d'une histoire où, dans un village qui est reculé, justement en Angola, il y a un groupe de femmes qui étaient paysannes. Ils posent justement pour une photo d'adieu. Et cette photo d'adieu, ce qui se passe, c'est que au moment où le photographe veut prendre la photo, eh bien, tout simplement, tout ce qui se passe par rapport à ça, par rapport à le photographe, en fait, c'est qu'il ne parle pas leur langue, malheureusement. Et donc, le traducteur, le photographe, du coup, demande au traducteur quelques mots, et il leur dit « lumière ou obscurité », autrement dit « Pwanga ni pui », lumière ou obscurité. Et le visage de toutes les femmes s'illumine, elles sourient et elles disent « Pwanga ». Donc ça, c'est très très beau. Et c'est pour ça, c'est le but aussi, en plus de Lúcia de Carvalho, c'est d'aborder et de montrer en tout cas la lumière que la musique peut apporter à tout le monde et que tout le monde est sur une bonne voie. Et donc ce soir, je vais vous faire écouter un morceau du dernier album qui s'appelle Powo. On écoute ça tout de suite. Nguli Powo Njimi nataka manguwa chikungo Nguli Powo wakutaka manimu kwa zango Yamina hana Monokuli yana eswenyi Waze musono kali ya tuanene Zambi yango tangani kujigiza Iyene Zango mo matata miso Iyene Unatela kale miso kuli ya tueso Kuli chishina cha mono mumu Akechi ya miya Nguli Powo Mkwaku kinga Mkwaku kalakala Chishikuzeya Mkwaku nonoka Mukachika milimu ya mimakutuka meyaku Mwajine temoya Semu kunyichi hunda chami Mungu wasa kuseya La 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 Shikweona ise La 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 Nguli Nyichi yengo mubunge Umubebe wami Ayana Akulikeza Chaminya kusoloka Kumusunyangwe Chishitachi Alese mukachi Kami Kunasetatachi Chamungwa yese ya chipuchi Gulipowowa Chiwunda mamanga Gulipowowa Chiwunda mamanga Gulipowowa Chiwunda Chiwunda mamanga Gulipowe Zambi yangu tangani kushikiza Nizango Umatata Sakunatela Kalemasa Gulipowe
le cercle des chroniqueurs. Merci pour ce beau morceau musical, Nathan. Une petite question à nos invités, Marilyn et Jeanne. Le mariage pour tous a été validé il y a combien de temps à peu près ? 10 ans. Bravo, 10 ans. 10 ans de mariage, Nicolas Rivière. J'en suis pas à ce score-là. Mais... Qui sait, un jour peut-être. Le plus de l'actu, donc la suite. Eh bien oui, la suite. Donc en fait, cette année, nous fêtons les 10 ans du mariage pour tous, 2013-2023. Et donc je me suis dit que, ayant vécu un peu les événements de l'intérieur, ça pouvait être intéressant de refaire un point global sur ce qui s'est passé pendant cette période et puis ce qu'a été aussi le combat militant pour arriver à cette belle victoire. Alors, la dernière fois, j'avais le titre de la chronique était un peu tristoun, parce que c'était quelque chose qui parlait de comment finalement les années SIDA et le drame de la mort avaient pu engendrer justement cette idée du mariage et de la reconnaissance des unions de façon assez forte dans la communauté gay d'abord et ensuite dans le reste de la communauté LGBTQI+. Et en fait, des premières étapes qu'il y a eu avant d'arriver au mariage, c'est le Pacs, c'est le combat pour le Pacs. Alors le combat pour le Pacs, il trouve ses sources dans le même bain, si j'ose dire, que celui du mariage pour tous. Mais on a eu la chance de l'avoir avant, puisque le Pacs, c'est 1999, et il avait fallu attendre encore plus d'une décennie pour avoir le mariage pour tous en 2013. Alors ce Pacs, il est porté essentiellement par des militants, par un petit groupe de militants. On avait d'ailleurs reçu Denis Quinqueton il y a quelques semaines, qui avait écrit un livre qui s'appelle L'incroyable histoire du Pacs, justement, qui retrace cette époque-là. Donc en fait, c'est porté par quelques militants et puis quelques députés qui vont se fédérer autour de cette idée que, il faut d'une façon ou d'une autre reconnaître les unions entre les personnes de même genre. Et donc, c'est de là que ça part. Alors, il y a beaucoup de questions qui se posent, et notamment le fait de savoir si ça doit être le mariage ou si on doit aller plutôt vers une union civile. Alors, ce qu'a retenu le gouvernement de Lionel Jospin élu en 1997, c'est d'aller plutôt vers quelque chose qui ressemble à une union civile. Mais en fait, il faut savoir que avant ça, il y avait eu des tentatives et des demandes en fait pour avoir ni plus ni moins que le mariage et l'égalité dans le mariage pour tous les couples. D'ailleurs, il y a un jeune député à l'époque, Jean-Luc Mélenchon, qui en 1991 avait proposé le premier texte de loi portant l'établissement d'une reconnaissance d'union civile pour les couples de même genre. Donc, il faut lui reconnaître au moins la cohérence sur ce plan-là, parce que c'est un des soutiens de longue date de cette cause. Alors, le Pacs, du coup, il se fait au milieu des années 90. Il est encore question de VIH, évidemment. Les trithérapies n'arrivent qu'en 1995. Donc, ça veut dire que tout le début de cette histoire se fait dans un contexte, là encore, qui est assez préoccupant en termes de santé et de santé sexuelle. Et dans la logique de cette construction du Pacs, on va avoir une succession d'étapes, de combats qui passent par beaucoup les cris. Encore à cette époque-là, on n'est pas à l'époque des réseaux sociaux, on est peu à l'époque d'Internet, donc il y a beaucoup de tracts, il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup d'expositions, il y a beaucoup de contenu qui est développé autour de cette question-là. Et donc avec ce noyau militant qui va se battre et qui va porter cette idée-là, idée qui va trouver un écho dans l'élection, dans la victoire de la gauche plurielle en 1997 suite à la dissolution de l'Assemblée nationale, et qui va se saisir de cette question-là. Alors, avec quelques difficultés, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que la femme de Lionel Jospin, Sylviane Agacinski, à ce moment-là, se répand dans la presse pour décrire à quel point on est en train de bouleverser toute la société. Elle a raison, cela dit, on a bouleversé la société, mais on l'a bouleversée positivement. Et donc, du coup, pour expliquer que les enfants, gna 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 gna, et les couples de même sexe, gna 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 gna, etc. Donc, on devine par ailleurs que, parce que ça reste une femme d'influence et une femme qui est beaucoup écoutée à gauche, alors du coup on devine les difficultés que ça a pu rencontrer. C'est sans doute pour ça d'ailleurs que le gouvernement de Lionel Jospin à l'époque n'a pas été aussi loin que le mariage et s'est limité au Pacs. On se souvient d'ailleurs à l'Assemblée nationale de la défense
j'ai oublié son nom, la ministre de la Justice de l'époque, Elisabeth Guigou. Voilà, qui alors qu'elle est interpellée par Christine Boutin, se défend bien évidemment de vouloir aller jusqu'au mariage. Non, on ne se limitera qu'à l'union civile, etc. Bon, elle était une fervente défendeuse du mariage pour tous 15 ans après. Donc voilà, mais tout pour dire que ça s'est fait, mais ça, contrairement à ce qu'on aimerait nous faire croire dans l'histoire un peu réécrite, ça s'est fait malgré tout dans la douleur avec des politiques qui l'ont fait, mais on sentait qu'ils le faisaient un peu à reculons, parce qu'ils s'étaient un peu engagés, parce qu'il fallait le faire, etc. Mais sans réelle conviction, et d'ailleurs c'est ce qu'on verra malheureusement aussi 15 ans plus tard au moment du débat mariage pour tous, où on a un président de la République qui a pas l'air très motivé par l'idée. On a heureusement une ministre de la Justice qui porte de façon avec verve et à puissance le texte du mariage pour tous, mais d'une certaine manière c'est un peu la seule qui s'investit et qui le porte de cette façon-là, et donc on verra malheureusement que ce qui s'est passé en 2013 au moment du débat mariage pour tous et ce qui s'est passé en 99 au moment du débat du Pacs, rencontre des points communs, et notamment la mobilisation des forces réactionnaires, mobilisation en nombre, et donc parce qu'il faut aussi en passer par là pour raconter cette histoire du mariage pour tous. Ce sera l'objet du 3e épisode, d'où donc a pu sortir la manif pour tous. J'ai bien une réponse, mais ce serait inconvenant à l'antenne. Voilà, c'est la fin de cette chronique. Le mariage pour tous, maintenant, dans les communes, les maires de droite, de gauche, tout le monde marie, ou d'après vous, il y a encore des réticences? Non, il y a encore des réticences. Ouais. J'ai des témoignages directs pour le coup. Dis-nous. De gens qui ont des membres de leur famille qui sont maires et qui ne sont pas particulièrement favorables au mariage et qui s'arrangent à se faire remplacer. Alors, attention, c'est-à-dire qu'il y a une obligation pour les mairies de célébrer le mariage. Par contre, il n'y a pas d'obligation pour le maire ou la mairesse de le faire. Donc, n'importe qui, voilà, des adjoints, et même pas forcément des adjoints. D'ailleurs, je me demande si les conseillers municipaux ne peuvent pas avoir des délégations d'officiers d'état civil. Et donc, en pratique, voilà. Mais non, il y a encore des villes où ça les amuse. Voilà, ça leur passera. On devrait obliger les maires qui jouent leur rôle quelque part. Non, mais bien sûr, mais c'est exactement la problématique de la déclaration de François Hollande sur la liberté de conscience des maires, qu'il l'a présenté comme ce qu'on accorde aux médecins, à mon avis à tort, mais c'est purement personnel. Mais c'est-à-dire que sous l'effet d'une puissance réactionnaire, on donne des gages, et donc on voit les effets délétères que ça peut avoir, parce qu'à partir du moment où le président de la République vous dit on va faire une loi, mais vous êtes libre de ne pas la respecter, ce qui est quand même assez dingue. Du coup, oui, il y a des gens qui ne la respectent pas. Il fallait pas s'attendre à autre chose. Et pour ça, François Hollande porte une responsabilité qui est lourde dans cette histoire, et parce qu'il n'a pas. Alors certes, il faut lui reconnaître que c'est sous son gouvernement, enfin pas sous son gouvernement, mais sous sa présidence que c'est arrivé. Ça porte un sens, mais malgré tout, on aurait aimé que ce soit plus allant, et de la même manière que pour le Pacs, on aurait sans doute aimé que ce soit plus allant. D'ailleurs, se pose aussi la question pour le Pacs de son évolution possible, notamment en matière de reconnaissance des liens de filiation, en matière d'héritage, en matière de droit au moment du décès du conjoint ou de la conjointe, parce que aujourd'hui des personnes qui sont pacsées, en cas de décès du conjoint ou de la conjointe, se retrouvent dans des situations qui sont moins propices que celles du mariage. Alors certains vous diront oui, mais le mariage, il y a vous voulez plus de droits, il faut plus d'engagement, etc. Une autre approche, ça peut être de considérer que le droit est le droit, et que peu importe la façon dont on est reconnu, les droits devraient être les mêmes, quelles que soient les formes de conjugalité. Donc depuis le mariage, je serais curieux de savoir le nombre de mariages qui ont eu lieu depuis 10 ans. On a une idée un peu, non? Je sais pas. Je sais que 2 ans après le mariage pour tous, je crois qu'il y avait... 1 an après, il y avait 7000 mariages qui avaient été célébrés. Ou 2 ans après. Combien de divorces? Mais peu importe, en fait, mais là encore, tu vois, ça c'est un truc qui est très intéressant, mais en fait, on s'en fout. Quand bien même il n'y aurait eu qu'un mariage, il fallait le faire.
Quand bien même il n'y aurait pas eu de mariage, il fallait le faire. C'est pas une valeur, c'est pas une question de valeur. Enfin, l'égalité, c'est pas une valeur comptable en fait. On s'en fout. C'est l'égalité, c'est un principe. Et donc dans le principe, on laisse la possibilité aux gens de se marier. Ils veulent pas se marier, ils se marient pas. Voilà. Moi, j'ai milité pour le mariage pour tous. Je suis pas marié, on n'a pas particulièrement envie de se marier. Donc voilà. Mais voilà, on s'en fout du nombre de mariages en fait. Très bien. Tour de table, vous souhaitez réagir, Valérie? Je suis d'accord avec toi par rapport au droit et l'essentiel c'est de pouvoir le faire. Et puis sinon, on dirait que du moment qu'on aime une personne de même genre que soi, on dirait que c'est un sous-amour. Que c'est une relation voilà, dont on devrait avoir honte, on n'a pas les mêmes droits. Déjà que dans la société, c'est déjà, malgré les droits assez compliqués, on peine à croire que finalement c'est si récent. Et encore, on est en France. Voilà, donc c'est toujours à continuer et on est libre. Et si on le veut, on le fait. C'est immense. Oui, et on peut avoir une pensée évidemment militante et solidaire, parce qu'on râle beaucoup, mais pour tous les camarades qui se retrouvent dans des pays où c'est largement moins avancé, où ils ont des vies vachement plus difficiles que les nôtres, et évidemment on les soutient, on leur souhaite de la victoire dans la lutte, et on soutient la lutte avec il y a plein de dispositifs d'aide, même interassociatifs en fait, d'associations françaises qui aident et qui supportent aussi les associations dans d'autres pays. Donc voilà. Marilyn et Jeanne, un commentaire? Alors moi, ce qui m'a marqué dans ces combats, dans ces évolutions de société, c'est le dessin de deux France différentes qui ont particulièrement été présente en 2013, parce qu'en fait ça a vraiment été le début de France. Donc il y a la France des parents qui sont contents finalement, qui sont rentrés dans une certaine normalité, donc ça leur permet d'accepter leurs enfants beaucoup plus facilement, parce que finalement voilà, c'est permis par la loi. C'était très important au point de vue psychologique, je pense, et juridique certes, mais psychologique aussi pour beaucoup de familles, ce blocage. C'était vraiment important. Et puis de l'autre, cette France réactionnaire ou un peu figée, qui est finalement dans la peur, cette espèce de peur de société, et ça a vraiment été le début, je pense, de leur éclosion, parce que là ils se sont plus jamais, ils sont pas retournés dans la boîte, quoi. C'est un truc assez spectaculaire, je trouve. Et puis, ce qui est assez dingue, c'est que par exemple, quand il y a des questions sur l'enfance ou autre, qui est-ce qu'on invite? Ludovine de la Rochère, quoi. La présidente de la Manif pour tous, qui tient encore salon sur BFM, sur CNews. Alors on est toujours sur du assez spécifique comme type de média, mais voilà, c'est-à-dire qu'il y a un scandale de pédophilie dans l'église, on invite qui pour en parler? Les réactionnaires, les machins, ceux qui nous ont précisément dit qu'il fallait protéger les enfants. Bon, vu le succès avec lequel ils font eux, je pense qu'à minima, ils pourraient se la fermer. Mais voilà, donc comme tu disais, ça, ils sont sortis, ils sont pas rentrés. Une réaction? Moi, je suis assez libérale et réactionnaire. Je vois que tout le monde doit avoir les mêmes droits, et le mariage les assure. Donc, nous, on a déjà vu pour les questions médicales, les questions des décisions très importantes. Sans les droits, on n'a rien. Donc, on peut choisir de le faire ou pas, mais c'est quand même indispensable de pouvoir le faire. Et j'avoue que j'ai très, très peur des gens qui sont contre le mariage pour tous. Je l'ai dit sur l'écran, sur l'antenne, j'ai une amie qui habite à Chaville et je ne vais plus chez elle. Je ne vais plus dans le 78 parce que 92 ou aussi dans le 78 parce que plusieurs fois je suis allée chez elle et j'ai sonné parce que je me suis trompée de porte et je me suis dit il m'ouvre parce que je suis blonde et j'ai un accent américain, mais si je parlais de moi-même, je risquerais ma vie. Donc, il y a des zones où il ne fait pas bon vivre pour être qui on est, en fait. Je me souviens dans cette commune de Chaville et même de Sèvres, à l'époque où il y avait donc la loi avant qu'elle passe,
plein de communes organisaient justement le manif pour tous, justement pour déplacer les familles entières et des enfants pour. C'est dramatique dans ces communes-là, hein, Chaville, même Versailles, même. Oui, il y avait une maison qui avait une rangée de poussettes devant chez eux, qui était structurée, soudée, et je me suis dit waouh, les enfants ils n'ont rien demandé en fait. Ouais, effectivement, il y a du travail. Merci pour cette chronique, Nicolas, et encore une fois, vive le mariage. Ah bah oui. Homo Micro, l'émission LGBTQI+, qui se prend au mot. Retour à la musique, Anatole. Oui, et donc c'est la première fois que je propose un morceau, et à cet honneur, j'ai décidé de vous présenter mon artiste préféré, un artiste dont certains vont sûrement connaître, vu qu'il est assez connu. Il s'agit de Aphex Twin. Né à Limerick et natif de Cornouailles en Angleterre, Richard David James passe la majorité de sa jeunesse à expérimenter et s'amuser à faire du bruit avec ses synthés. Un bruit qui a, contre toutes ses attentes, été extrêmement populaire dans les rave parties sauvages des années 90 et lui a offert une carrière d'artiste cultissime dans la scène de la musique électronique. Quand on lui a demandé ce qui l'inspirait, Richard expliquait que s'il faisait de la musique, c'est parce qu'il s'ennuyait dans sa petite campagne de Grande-Bretagne. Eh bien, si c'est l'ennui qui a poussé Aphex Twin à être aussi talentueux, alors je pense qu'on peut dire que c'était probablement l'homme le plus ennuyé du monde. Et pour cause, c'est un artiste qui est multifacette, allant de la techno à la drum and bass, à des morceaux de piano calme à la Erik Satie. Et l'une de ces facettes que je voudrais vous présenter aujourd'hui, c'est sa facette de techno-ambiante, un genre qu'il a en quelque sorte inventé vers la fin des années 90 avec l'un de ses plus grands albums, Selected Ambient Works 85-92. Et ce qu'on va écouter tout de suite, c'est l'un de ses morceaux phares, Ixtal.
le cercle des chroniqueurs. Merci pour cet excellent morceau, Anatole. Et tout de suite, nous retrouvons Valérie Beau dans J'écris ton nom. Elle écrit le nom d'une activiste visuelle. Zanele Mioli, et en discutant avec nos invités hors antenne, eh bien, j'ai appris que la première exposition de Zanele Mioli était dans l'excellente galerie Espace Canopy. Et c'était à Paris en 2012. Et à présent, on a la chance d'avoir donc une rétrospective à la Maison européenne de la photographie. Alors, dès la première notice, il est précisé au public que Zanele Mioli se définit comme non-binaire et que pour l'instant, l'ensemble de la communication de la MEP, on a fait le choix de recourir à l'écriture inclusive. Zanele Mioli, née en 1972 en Afrique du Sud. Elle voit la démocratie s'établir en 1994 avec l'abolition de l'apartheid, suivie d'une nouvelle constitution en 1996. La première au monde à interdire toute discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. Malgré ce progrès, la communauté noire LGBTQI reste la cible de violences et de préjugés. L'artiste saisit ces histoires à la fois individuelles et collectives et cherche à rendre visibles les personnes queer racisées. Yel utilise l'appareil photo comme outil contre les injustices. Je vous présente plus précisément son travail. Dans la série Exister, des couples amoureux sont photographiés dans leur sphère privée à travers des images tendres et intimes, incarnant la nécessité d'exprimer l'amour pour penser les blessures et de l'oppression. Pour l'artiste, de telles images sont nécessaires pour démanteler la vision patriarcale qui impose l'hétérosexualité comme la norme. Son travail, Beauté courageuse, nous montre les concours de beauté queer comme un espace de résistance au sein de la communauté noire LGBTQI en Afrique du Sud. Cette série représente des femmes transgenres et non-binaires qui sont des drag queens. Elle s'inspire esthétiquement des shootings de mode. Yel est activiste et cofonde le Forum of Empowerment of Women, une organisation à but non lucratif dont l'objectif est de fournir des lieux de sociabilité aux lesbiennes noires pour qu'elles puissent obtenir un soutien en matière de santé, d'éducation, d'emploi et de logement. La série Seulement la moitié de l'image documente la vie des personnes qui survivent aux violences. Son travail capte des récits qui révèlent la violence et sa douleur, tout en préservant l'intimité des victimes. La touche de l'artiste est une résistance qui défie la haine avec douceur. L'artiste présente un travail d'autoportrait dont le titre signifie « Salut à toi, lionne noire » en zoulou. Mioli explore la représentation des femmes noires. Certaines photographies remettent en question la violence systémique. D'autres déconstruisent les stéréotypes oppressifs. D'autres déploient les objets domestiques pour souligner les cadres socioculturels imposés aux femmes noires. Ces choix esthétiques créent avec simplicité une épure directe qui fait sens. Ces créations s'inspirent aussi dans l'action collective, l'autonomie. Le partage des compétences est au cœur de la vie de l'artiste. Son travail d'activiste se développe comme le témoignage contemporain. Yel nous explique « Nous queerons l'espace afin d'y accéder ». La série Face et Phase dresse un portrait collectif qui documente les membres de la communauté. Yel nous explique « C'est important de marquer, de cartographier et de préserver nos moments. Mouvement à travers des histoires visuelles pour les archives et la postérité, afin que les générations futures sachent que nous étions là. » Alors sachez également pour vous organiser que tous les jours à 15h sont diffusés des films autour de l'exposition pour la compléter. Et vous l'aurez compris, c'est la grande exposition actuellement de l'artiste à ne surtout pas marquer. Et vous m'avez fait part aussi dans des échanges que dans les grandes expositions incontournables à Paris actuellement, cette exposition était, même hors communauté, on va dire LGBT, vraiment l'exposition remarquée, remarquable. Vous avez certainement des choses à ajouter, dites-nous tout. En fait, Zanele, elle est intéressante parce que elle est intéressante parce que son travail, dès le départ, elle le définit aussi comme militant.
Donc ça, c'est intéressant d'avoir cette conscience, et elle ne veut pas perdre ses origines, les origines de son travail, de ce qu'il a façonné dans son œuvre. Et puis, je dirais, de manière plus large, ce qui est intéressant dans son travail, c'est l'image. En fait, c'est le fait d'avoir des traces. Parce qu'il y a beaucoup de communautés qui disparaissent et en fait, qui n'ont pas de traces. Par exemple, moi, je vois dans mon histoire personnelle, je suis descendante d'esclaves, j'ai pas d'image. C'est très important, l'image. Par exemple, les luttes qu'on a pu avoir dans la communauté homo, s'il n'y a pas d'image, il n'y a pas d'histoire. Une fleur que vous connaissez pas le nom, elle n'existe pas. Et ça, je trouve ce travail-là très intéressant, de garder des traces et des images. C'est vraiment bien. Autre chose pour compléter, non? À compléter. Je trouve ce qui est très bien, ce qu'elle fait Zanalé, c'est qu'elle, comme tu as dit, elle fait des capsules d'histoire en Afrique du Sud. Elles se mettent souvent en scène dans les postures très différentes, mais je trouve qu'elle a une approche photographie sur la peau noire qui est assez remarquable. Et aussi différentes populations parmi la communauté LGBTQ où elle a un scope très très large et inclusif. Et elle explique, puisqu'elle se dit non, genre non binaire, pour des portraits, elle les co-construit avec les personnes. Et c'est très intéressant, elle le forme, comme je l'ai expliqué. Donc elle forme des personnes à la photographie pour devenir des personnes aussi dans l'action. Des artistes, d'autres sont exposés aussi à l'exposition, et ce qui fait une multitude de créations. Enfin, ça commence à se répandre, et il y a des photographies des mouvements, des prides, des marches des fiertés, mais aussi des événements. Lorsque une personne est assassinée pour son orientation sexuelle, ou pour une personne trans par exemple, ou toute personne queer, c'est documenté, elle prend des photos, c'est à la fois dramatique, des obsèques, mais c'est la saisie de la vie en fait. Et que ce soit Zanelé ou les personnes qui l'accompagnent, c'est très fort d'agir ainsi. Tu nous rappelles où ça se passe? Alors, c'est à la Maison européenne de la photographie. Je ne me rappelle pas l'horaire d'ouverture, mais ça finit à 20h. Donc, on a les Parisiens ont le temps. Et c'est jusqu'au mois de mai, mais il ne faut pas tarder parce qu'on peut avoir envie d'y retourner. C'est esthétiquement superbe et ça nous touche. Merci Valérie. Nous allons repasser à la musique, le dernier morceau musical avant de joindre notre invitée, une chef d'orchestre femme qui va donc nous présenter deux concerts. Mais avant, la musique, Nathan. Tout à fait. Et puis du coup, pour la musique, au final, on va d'ailleurs laisser, on va dire plus tard, pas tout de suite bien sûr, mais on va laisser au moins notre invité qui va nous l'expliquer du coup. Mais je tenais quand même à passer cette musique. Il s'agit bien sûr de Stabat Mater. Et j'ai décidé justement de passer le premier morceau, ou en tout cas c'était le premier acte, qui s'appelle Dolorosa. On écoute ça tout de suite. C'est Stabat Mater, Dolorosa.
Homo Micro, l'invité du jour. Sylvie Boucheron, bonsoir. Vous êtes chef d'orchestre qui dirigeait 2 concerts les 16 et 19 mars aux Abbesses à Paris. Bonsoir, merci d'intervenir dans notre émission. Bonsoir, merci de m'accueillir. Ouais. Vous allez donc commencer par nous parler du répertoire Poulenc et Mozart. Tout à fait. Alors là, on a écouté le Stabat Mater de Pergolèse, qui est la musique baroque, la musique du XVIIIe siècle. Et nous, on chante un autre Stabat Mater, donc le même texte, mais mis en musique par Francis Poulenc, donc au XXe siècle. Et on chante avec, effectivement, la messe du couronnement de Mozart pour revenir au XVIIIe. On a bouclé. Et parlez-nous un peu du programme. Donc il y a la réunion de 2 chœurs amateurs et orchestres aussi professionnels. Dites-nous comment ça va se passer. Oui, c'est ça. En fait, le Stabat Mater de Poulenc est une œuvre assez massive, très impressionnante, très, très contrastée, parfois très joyeuse, parfois très sombre. Et elle nécessite pas mal de chanteurs. Donc, on a décidé de réunir 2 chœurs amateurs, le chœur Elisabeth Brasseur et le chœur Frondilis, pour chanter ensemble cette œuvre-là. Et ils seront accompagnés par mon orchestre professionnel qui s'appelle Choruscant, une trentaine de musiciens qui vont accompagner ces 80 chanteurs amateurs. Et comment ça se passe, la communion entre les amateurs et les professionnels ? Toujours très bien, parce que finalement les amateurs ils mettent d'abord tout leur cœur et aussi beaucoup de temps à travailler ces œuvres, à s'investir pour apprendre la musique. Et on va dire que moi je trouve que le travail des amateurs est magnifié par tout ce que peut apporter les professionnels, c'est-à-dire qu'on va beaucoup plus loin, on est porté par ce que savent faire tous ces grands musiciens, parce qu'on réunit des cordes, des vents, des cuivres, des percussions, la harpe, des instruments qu'on voit pas forcément tous les jours. Et tous ces musiciens, ils ont étudié pendant des années, ils pratiquent tous les jours, ils apportent tout leur savoir-faire et ça permet aux amateurs d'aller beaucoup plus loin et d'atteindre un niveau qui est excellent. Et alors, comment se préparent les amateurs, justement, et quel est leur temps de travail, je veux dire, dans la préparation, tout ça? Donc, ce sont des gens aussi qui travaillent régulièrement pour arriver à... Oui, tout à fait. On répète, tous ces chœurs répètent toutes les semaines, donc on se retrouve toutes les semaines de 3 heures. Et en plus, en général, ils travaillent tout seuls chez eux, donc on peut dire que ça représente pas mal d'heures de travail quand on y pense. Vous arrivez à repérer des amateurs qui auraient pu être professionnels, par exemple? Mais en fait, professionnel, à un moment donné, c'est aussi un choix. On s'y consacre pleinement et on décide qu'on veut gagner sa vie de cette façon-là. C'est spécial, il faut vraiment avoir envie. Donc, c'est pas qu'une question de niveau, c'est aussi une question de choix de vie. Là, tous les gens qui chantent dans ces chœurs ont une vie professionnelle très différente dans l'industrie, des médecins, des pharmaciens, des instituteurs, des professeurs de conservatoire, enfin, des gens qui ont chacun une vie un peu différente. Après, musicien professionnel, c'est un choix à part entière. Alors, pour finir, Sophie, présentez-nous, parlez-nous un peu de ce lieu assez magique où vont se dérouler les 2 concerts. Alors déjà, c'est à Montmartre, donc c'est vrai que c'est toujours une ambiance très particulière. On a eu la chance de chanter dans cette église Saint-Jean de Montmartre déjà à Noël, et c'est vrai qu'il y a toute une ambiance sur la place des Abbesses qui est vraiment très sympa. Et cette église, elle a plein de particularités. Elle a été construite au tout début du XXe siècle en ciment armé, donc l'ancêtre du béton armé. Et il se trouve que ça sonne très bien pour la musique, le béton armé, aussi étrange que ça puisse paraître. Elle a toute été habillée de briques, donc elle est rouge en fait, donc on la voit bien quand on sort du métro des Abbesses, elle est juste en face. Et il se trouve aussi qu'ils ont une collection de vitraux qu'on appelle la litanie de la Vierge, donc ils sont très colorés, ils sont vraiment très 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 beaux. Et il se trouve aussi que Poulenc a une révélation mystique à la fin de sa vie, a écrit une œuvre qui s'appelle Les Litanies à la Vierge Noire, parce qu'il a eu sa révélation mystique dans l'église de Rocamadour où il y a aussi une Vierge Noire. Et donc, on va dire que ça fait tout un programme autour d'un répertoire qu'on appelle marial, puisqu'il est dédié à la Vierge Marie. Ça fait vraiment plaisir de vous avoir par téléphone, Sophie Boucheron. Donc, chef d'orchestre, ça fait plaisir d'avoir une femme chef d'orchestre. Alors, on peut dire que le métier se féminise de plus en plus ? Oui, je pense que la société change, le genre peut-être compte de moins en moins. Donc, on est passé de pas de femme chef d'orchestre à l'exception de la femme chef d'orchestre. Et puis maintenant, peu importe que ce soit une femme ou un homme, c'est un chef. Alors, pour s'inscrire, pour justement venir voir ces 2 concerts, dites-nous comment ça se passe.
Alors déjà, il n'y a pas de souci, les gens peuvent venir le soir du concert, donc le jeudi 16 mars à 20h30 ou le dimanche 19 mars à 16h, donc ils pourront acheter leur place sur place, il n'y a aucun problème. Et ensuite, ils peuvent aussi les trouver sur Internet. Alors mon chœur s'appelle Phronesis, c'est un concept d'Aristote, ça s'écrit Phronesis, Phronesis, qui veut dire faire la bonne chose au bon moment. Et donc sur chœurphronesis.fr, eh bien on trouve aussi les places sur Internet, tout simplement. Dernière petite question, pour devenir chef d'orchestre, est-ce qu'il faut absolument maîtriser un instrument de musique ? Alors, il faut maîtriser la musique, peut-être. Enfin, maîtriser, ce sera un bien grand mot. En tout cas, il faut, approfondir ses études musicales. Beaucoup de chefs viennent de l'orchestre. C'est pas mon cas. Moi, mon instrument, c'est la voix. Donc, c'est un instrument qui joue avec l'orchestre, mais qui n'en fait pas partie. Donc, tous les chemins sont possibles pour arriver à la direction de l'orchestre. Il suffit d'y consacrer suffisamment de temps et d'énergie pour apporter quelque chose au collectif des musiciens qui sont déjà des grands spécialistes et des artistes à part entière. Et que le travail du chef d'orchestre, c'est de faire travailler tout le monde ensemble et de créer quelque chose tous ensemble. Merci Sophie Boucheron. Donc rappelez-nous, ces 2 rendez-vous, 16 et 19, à quel endroit ? Dites-nous tout en quelques secondes. C'est l'église Saint-Jean de Montmartre au métro Abbesse, le 16 à 20h30 qui est un jeudi et le dimanche 19 à 16h, et tout le monde est le bienvenu. On adore partager notre musique avec tous les gens, ceux qui s'y connaissent, ceux qui s'y connaissent pas, qui ont envie de découvrir. Donc on sera ravis d'accueillir tout le monde. Et nous y serons. Merci en tout cas d'avoir répondu à l'invitation. Et bon concert en tout cas. Merci de m'avoir accueilli. Bonne semaine à vous. À bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Et c'est fini pour ce soir. C'est passé vite quand même. Le petit mot de la fin, chers invités. À bientôt. À bientôt, j'espère. Merci de nous avoir accueillis. Ouais. Merci, c'était sympa. À très bientôt, Nicolas Rividi. Oui, salut tout le monde. Au revoir. Au revoir, Valérie à très Beau. vite. Annabelle, merci. À très bientôt. Et à très vite aussi. Merci aux 2 réalisateurs. Merci pour les morceaux musicaux, pour cette belle programmation. Et tu m'as surpris d'ailleurs, Anatole. Toi, on te sent un peu timide tout d'un coup quand tu as le micro. C'était vraiment, tu deviens quelqu'un d'autre. Ah bah là, c'était un sujet qui me passionnait. Voilà. Donc, Merci, c'est fini pour ce soir. Prenez soin de vous. En attendant le prochain rendez-vous et le podcast dans quelques jours. À très vite, on vous embrasse. Ciao, ciao. Hey! Oh non! Cette émission est maintenant terminée. Mais, un conseil, retrouvez l'ensemble des podcasts d'Homo Micro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.